Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la sécurité basique d'un routeur ou d'un commutateur. Bon, sans plus tarder, j'aimerais que nous montons d'abord notre lab, puis nous allons commencer à faire nos configurations. Bon, dans mon cas, je travaille presque toujours sur GNS3, donc c'est l'environnement que j'utilise le plus, mais je vous promets que bientôt nous allons aussi commencer à travailler avec IFNG. Pardon. Bon, je vais mon GNS3. Bon, j'ai toujours dit que si quelqu'un a des difficultés à installer GNS3, qu'il me fasse signe. Mais qu'à cela ne tienne, je ferai quand même une vidéo pour vous montrer comment est-ce que GNS3 s'installe parfaitement. Bon, dans mon cas, j'aimerais d'abord que nous montions d'abord notre topologie. Bon, dans notre cas, j'aurai besoin d'abord d'un routeur. J'aurai besoin de deux routeurs, autant pour moi. Bon, de manière simple, je voudrais seulement utiliser deux routeurs. Vous voyez? Donc, un sera considéré comme étant mon client, comme cela sera considéré comme étant mon serveur, sera considéré comme étant mon client. Donc, c'est R2 qui fera les tests sur notre R1. Mais, mais avec cette méthode-ci là, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, pour pimenter un peu l'affaire, je vais augmenter un autre poste client là. Et je vais augmenter un second poste client. D'accord? Pour que l'affaire soit quand même un peu corsée, pour que ça ressemble au moins à quelque chose. Donc, nous allons configurer tout ça ensemble. Donc, ce poste client, c'est la Windows 8.1, c'est notre Windows 10. Nous allons d'abord les connecter. Donc, s'il n'est pas mis le commutateur manager ici là, ce n'est pas par erreur. Donc, c'est juste que les configurations qu'on va faire là seront pareilles que comme si c'était sur un commutateur. D'accord? Donc, la sécurité qu'on va appliquer sur notre R1, ça sera pareil que sur un commutateur et les commandes sont les mêmes. Donc, il n'y a aucune différence là-dessus. Bon, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par arranger un peu notre architecture. Ici, là, nous avons, je crois, un réseau, deux, trois. On a trois réseaux ici. Donc, premièrement, nous allons d'abord commencer par configurer nos différents réseaux. Bon, je pouvais bien le faire en off, d'accord, et venir seulement commencer les configurations de notre sécurité, mais je préfère que nous fassions tout ça ensemble parce que ça permet aussi que vous compreniez aussi que on ne cache absolument rien, d'accord. Tout ce qu'on fait, c'est pour que vous puissiez au moins comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok, bon, pour notre réseau point à point KLAN, bon, on va utiliser l'adresse 192.168. On va utiliser quoi encore là, même là, 10.0 avec un slash 30. Ok, c'est mieux ainsi. Donc, on va mettre la point 1. Celui-ci sera la point 2. Donc, notre nœud ici là aura la point 2, celui-ci aura la point 1. C'est toujours mieux de renommer d'abord nos différentes interfaces. Ok. Pour celui-ci, ça sera la 172.16.
point 20.0/24. Ça, c'est le résumé. Maintenant, l'adresse de notre passerelle sera la point 254, qui est là, ici. Ok, bon, je peux copier-coller. Celui-ci vient là. Point 254. On va maintenant utiliser encore une autre adresse pour notre réseau où il y a notre Windows 10. Ça sera la 100. Ça sera la 10. Pardon, la 10.20.30.0/24. Ok. Ouais, j'essaie un peu de diversifier un peu notre réseau, d'accord? Je n'aimerais pas utiliser les réseaux avec l'adresse monotone, c'est bizarre. Donc, on préfère utiliser les trois classes d'adresse IP. Bon, même comme ce ne sont pas les classes full, bon, on va utiliser les classless. Ok, bon, sans plus tarder, on va d'abord démarrer nos différents commutateurs. Bon, c'est mieux que je mette d'abord l'adresse des différents nœuds. Ici là, ça sera plutôt la point 200. Même ici, ça sera la point 200. Je démarre maintenant mes deux routeurs. R2 ne démarre pas. Ok, c'est bon. Bon, nous patientons quelques secondes pendant que R1 démarre. J'ouvre d'abord mon R1. Ça prend du temps. Je démarre aussi R2. Ça prend tout son temps pour démarrer. Ok, ils ont fini de démarrer. Nous allons d'abord configurer les différents liens. Donc ça c'est R1, on va d'abord configurer les adresses qui sont liées à R1, puis ceux qui sont liés à R2. Bon, commençons d'abord par R1. On va faire un conft. On va entrer dans l'interface gigabit Ethernet 0/0. API adresse 192.168.10.1 3x255.252. Fin shutdown. Ok, je configure maintenant le lien qui part vers notre LAN. D'accord, la gigabit Ethernet 1/0, autant pour moi. Faire interface gigabit 1/0 IP adresse. Le réseau c'est quoi encore là? C'est la 172.16.20.254. C'est bel et bien ce que nous avons marqué ici. 3x255 255.255.0. Apparemment il y a une erreur. IP ah oui, il y a une erreur là. Ok. Fin shutdown. Ok, on a fini avec R1. Maintenant sur R2. On configure nos différents liens. On commence par la G00, puis on passe à la G1/0. Conft interface gigabit Ethernet 0/0. IP adresse 192.168.10.2 3x255.252. No
shutdown. Maintenant, on vient sur l'interface G1/0. Interface G1/0. Ça fait IP adresse, c'est la 10.20.30.254. 3 fois 255.0. Faire no shutdown. Ok. Quoique c'est bon pour nos deux routeurs. Bon, nous allons maintenant démarrer nos postes clients pour essayer maintenant de mettre aussi les adresses IP. Nous patientons quelques secondes. Je mets d'abord pause pendant que ça finisse de démarrer. Bon, les pauses ont fini de démarrer. Maintenant, nous allons commencer d'abord par faire la configuration des paramètres TCP/IP. Bon, rentrons d'abord sur notre architecture. Le Windows 8.1 va prendre l'adresse 172.16.20.200. Rentrons alors sur notre Windows 8.1. On se connecte. Je modifie les paramètres TCP/IP. Si j'ai choisi d'utiliser deux postes clients réels, c'est pour que vous compreniez exactement comment les choses marchent. Parce que en entreprise, c'est la même chose. Je pouvais uniquement me contenter des deux postes de mes deux routeurs et faire tout le travail qu'il y avait à faire. Donc, c'est pas la peine de mettre deux postes clients, du moins deux Windows réels. C'est pour que vous compreniez que nous ne sommes pas ici pour blaguer. Il faut que vous compreniez exactement ce qui se passe. Ok, ici là c'est la 172. Qu'est-ce qui se passe? Bon, point 16. J'oublie très vite. Voilà, point 20. Point 200. Même mon masque. Ici là c'est 3 fois 255. Ici là je mets ma passerelle 172.16.20.254. Bon, le DNS n'est pas important ici. En fait, il y a certains qui ne comprennent pas vraiment l'utilité. Il y a certains qui ne comprennent pas vraiment l'utilité de la passerelle. Revenons un peu à notre architecture. Sans la passerelle, nous ne pourrons pas quitter notre LAN pour joindre ce réseau distant parce que notre poste qui a une 8 qu'elle peut uniquement connecter dans ce réseau-ci. D'accord? Il ne peut pas sortir de ce réseau pour par exemple, joindre celui-ci ou celui-ci. Donc, le réseau, si est distant à lui et le réseau-ci, il ne connaît pas. Donc, pour qu'il puisse atteindre ce réseau-ci, du moins ces deux réseaux-ci, il aura besoin de la passerelle. Or, la passerelle n'est bon, c'est juste une route, d'accord, donc il va lui permettre ou un pont qui va lui permettre de quitter, par exemple, son domaine et pouvoir joindre un autre. Mais le mécanisme principal qu'il y aura à faire, c'est d'ajouter maintenant les routes maintenant vers les autres réseaux, vers le routeur qui contient son adresse de passerelle. C'est ça le plus important. Ok. On a configuré pour celui-ci. Rentrons maintenant sur Windows 10. Voilà. Ok. Ok, c'est pas ce que je veux ici. Je rentre et fais
10.10, non, ça c'est 10.20.30.200. Ça c'est la 255, 255, 255. La passerelle c'est la 10.20.30.254. Ok, ok. Je crois que c'est bon. Ok. Si nous essayons de lancer un ping sur notre passerelle, fait ping 10.20.30.254. Vous voyez que j'arrive à joindre ma passerelle. Essayons un peu de joindre notre Windows 8.1 qui tend de Windows 10. Fait un ping 172.16.20.254. Nous voyons que nous n'arrivons pas à joindre ces postes clients. Essayons un peu de joindre, quittant de Windows 10, un peu de joindre l'interface là, dans la 10.2. Ping 192.168.10.2. Vous voyez, nous réussissons à joindre cette interface. Pourquoi? Parce qu'il est directement connecté à notre routeur. C'est ping par exemple à 10.1. Vous voyez, je n'arrive pas à joindre la 10.1. Pourquoi? Parce que la 10.1 est distant à notre réseau. Or maintenant, pour résoudre ce problème, nous aurons besoin de configurer le routage, d'accord? Mais nous n'allons pas utiliser le routage dynamique. Comme nous avons, je crois, autres 3 réseaux dans notre architecture, c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle le routage statique. Je crois que c'est plus simple. Ok, bon, certes, le routage statique ne faisait pas partie de notre cours d'aujourd'hui, mais nous allons faire l'effort de gérer cela. Donc, je suis sur R1. Donc, R1 étant là, il y a deux réseaux que je ne connais pas. Il y a le réseau 192, 168. Non, le réseau qui ne connaît pas, c'est le réseau 10.20.30.0. Donc, le réseau que R1 ne connaît pas, c'est seulement le réseau 10.20.30.0/24. Et le réseau que R2 ne connaît pas, c'est le réseau 172.16.20.0. Donc, nous allons annoncer le réseau 10 là sur notre R1 et annoncer le réseau 172 sur R2. Bon, on commence d'abord par R1. On va faire un IP route. Pour configurer le routage statique, on va d'abord annoncer le réseau qu'on souhaite atteindre. C'est la 10.20.30.0 3 fois 255.0. Maintenant, on va donner la route par laquelle il va joindre ce réseau-ci-là. Or, la route la route qui va emprunter, il va passer par l'interface Gigabit Ethernet 060. Or, je n'aime pas trop utiliser cette méthode, mais je vais plutôt utiliser l'adresse IP qui est liée à notre G0/0 de R2. Donc, c'est par ici qu'il va passer pour joindre notre réseau-ci. Donc, l'adresse IP qui est là-bas, c'est la 192.168.10.2 et je valide. Ok. Si je viens maintenant sur R2. Sur R2, je dois annoncer le réseau 172. Donc, c'est la même chose. Conft IP route, c'est 172.16.20.0 3 fois 255.0 et il va sortir par où?
par la gigabit Ethernet 060. Donc l'adresse IP qui est mise ici là, c'est 192.168.10.1. ok, 192.168.10.1 et je valide. Si nous faisons maintenant un show IP route, nous voyons maintenant qu'il a ajouté une route statique, d'accord. Donc il a annoncé notre réseau 172, il va passer par 10.1. C'est parfait. Ouvrons maintenant R1. Faisons aussi un show IP route. Vous voyez, il a annoncé une route statique ici là. Donc il va joindre le réseau 10, 20, 30. Il va passer par 10.2. Bon, pour voir si ça s'est bien passé, rien de mieux que de lancer un simple ping. Donc, quittant de R1, je vais essayer de lancer un ping sur notre Windows 10. Si ça passe, ça voudra dire que notre routage statique s'est bien passé. Je vais faire c'est la 10.20.30.200. Bon, pingons d'abord la passerelle. Donc la passerelle c'est la .254. 254, voilà, vous voyez, on joint facilement notre passerelle. Pingons aussi la 200. Ok, vous voyez, c'est limpide. Plaçons-nous maintenant sur Windows 10 et si on met de lancer un ping sur Windows 8.1. Ok. Lançons. Nous sommes sur Windows 10. Lançons un ping sur notre Windows 8.1. C'est la 172.16.20.200. Vous voyez, c'est limpide. Donc, notre réseau communique parfaitement. Donc, juste un petit rappel à vous dire, c'est avant de commencer à lancer les pings, parce que si vous faites les configurations normales, si vous lancez les pings sur les postes clients, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que par défaut, le PAF bloque tout ça. D'accord? Donc, pour que vos pings passent bien, il faut aller dans paramètres, partez dans PAF, Windows, Defender, partez là-bas. Donc, vous bloquez votre PAF. Donc, en venant là, vous cliquez là, propriété, vous désactivez tout. Propriété là, vous désactivez. Ici là, vous désactivez. Puis vous partez sur appliquer. Sans ça, vos pings ne vont pas passer. Bon, les pings pourront passer entre poste client et routeur, mais ça ne pourra pas joindre les postes clients entre eux. C'est ça le problème. Mais quand tout votre réseau fonctionne, déjà que vous avez tout configuré, réactivez tous vos PAF. Ok, maintenant on ferme tout ça. Nous sommes maintenant rentrés dans ce qui nous a mené ce matin. Ok. Nous devons maintenant configurer la sécurité basique sur notre routeur ou commutateur, mais nous avons choisi ça de travailler plutôt sur les routeurs, parce que même si on travaille sur le commutateur, ça allait être toujours pareil. Donc les commandes sont les mêmes, donc il n'y a vraiment rien de différent là-bas. Bon, dans notre routeur, le routeur a ce qu'on appelle 3 modes. D'accord, le routeur a 3 modes de configuration. Le routeur a 3 modes. Il y a le mode utilisateur qui est symbolisé par ça, oui. Il y a le mode utilisateur privilégié, je vais y arriver. Privilégié, c'est pas ça comme ça, qui est plutôt marqué par un dièse.
et le mode de configuration globale. D'accord? Je ne sais pas si c'est E à la fin. Bref, ici là c'est plutôt marqué par un conf. Mais là, c'est à peu près ça. Hein. Pardon. Il y a un jazz aussi là devant. Si je me trompe pas. Ok. Donc, la différence entre les trois, c'est quoi? C'est que le mode utilisateur, c'est un mode qui a moins de commandes. Donc, il y a moins de privilèges sur le mode utilisateur. Le mode utilisateur privilégié maintenant a un peu plus de commandes et a un peu plus de poids par rapport au mode utilisateur simple. Maintenant, le mode de configuration globale, c'est dans ce mode-là qu'on configure tout sur le routeur. Donc, celui qui a accès au mode de configuration globale, c'est lui qui peut presque tout faire. Je dis presque parce que je pèse mes mots, parce que nous verrons dans une autre vidéo comment on peut donner les droits de configuration globale à un utilisateur et limiter par exemple ses actions dans ce mode-là. D'accord? Donc, arriver en mode de configuration globale ne veut pas dire qu'on peut tout faire aussi. Mais de manière simple, c'est ici qu'on peut pratiquement, donc on configure tout sur notre routeur ou notre commutateur. Donc, ce sont les trois modes utilisateurs de notre routeur ou commutateur. Maintenant, nous allons commencer par sécuriser notre routeur. La première partie de sécurisation de notre routeur, ça doit toujours commencer par la sécurité de notre ligne console. D'accord? La console, c'est quoi? C'est quand un commutateur ou un routeur est fraîchement acheté. Donc, sa première configuration se passe toujours avec un câble console. Donc, c'est un câble bleu, de couleur bleu ciel où on connecte ça à notre routeur et à notre ordinateur pour faire la configuration de base. Puis on va retirer notre câble console. Puis on va continuer maintenant avec la configuration à distance, peut-être via l'Ethernet ou SSH. Ok. Bon, dans notre cas, on va d'abord commencer par sécuriser notre ligne console. Bon, pour ce faire, nous allons passer par on va se connecter sur R1. Ok. Vous voyez, s'il vient là, il fait exit. Vous voyez, ça c'est le mode. Non, c'est pas ce qu'il veut, c'est disable. Disabled. Voilà, disabled. Vous voyez, ça c'est le mode utilisateur. D'accord? Le mode utilisateur privilégié, on met seulement enable. On tombe en mode utilisateur privilégié avec un JS à la fin. Maintenant, le mode de configuration globale, c'est configure terminal. Ou tu vas appuyer seulement conft. Donc, c'est ça là. Config avec un JS devant. D'accord? Bon, nous allons d'abord sécuriser la ligne console. Pour sécuriser la ligne console, on va passer par la commande line console 0. Donc, comme 0, c'est le nombre de lignes console qu'on peut avoir sur notre routeur ou commutateur. Donc, généralement, c'est toujours une seule ligne. D'accord? Donc, je mets 0, je mets mon mot de passe. Bon, le mot de passe, je peux mettre un mot de passe fort ou un mot de passe faible. Mais dans mon cas, je peux mettre seulement Cisco comme mot de passe. D'accord? Donc, vous devez mettre ce que vous voulez. Pardon, j'ai oublié le mot-clé qui est password. Est-ce qu'on peut mettre secret ici? Non, on peut pas mettre secret ici, c'est password. Je mets Cisco.
et je valide, je mets login. Ok, je sors maintenant. J'ai sécurisé le mode, j'ai sécurisé ma ligne console. Maintenant, je vais maintenant sécuriser le mode d'utilisateur privilégié, de telle sorte que dès que je quitte sur mon mode, pardon, dès que je quitte maintenant sur ce mode-ci, pour entrer maintenant dans le mode utilisateur privilégié, normalement ça doit me demander un mot de passe. Ok, faire enable conf t. Je fais quoi? Pour mettre ce mot de passe, je mets enable secret. Enable secret, je peux mettre quoi comme mot de passe? Je mets même mettre Cisco. Je peux mettre un mot de passe simple, d'accord? Je mets Cisco. La différence entre secret et password, c'est que avec password, le mot de passe est en clair, d'accord? Et secret, le mot de passe est chiffré. C'est un peu ça la différence. Donc, regardez un peu si je fais maintenant disable, si je fais enable, vous voyez, ça va me demander un mot de passe. Donc, si je mets n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Or, si je mets le vrai mot de passe qui est Cisco, je me connecte sans point. Donc, pour voir maintenant ce qu'on a fait, il y a la commande showrun. Showrunning config pour voir les configurations courantes qu'on vient de faire. Vous voyez, le nom de mon routeur c'est R1. Voici notre enable secret. Bon, je vais vous donner la différence entre les chiffres ici là, entre 5, il y a 5, il y a 15, il y a plusieurs chiffres, donc je vais vous donner la différence. Vous voyez, voici le mot de passe qu'on avait dans enable secret. Le mot de passe est chiffré, d'accord? Si on rentre maintenant sur l'autre côté, il doit y avoir un autre là. Pour notre password, il est où? Il a disparu? Non, il doit y avoir ça quelque part. Notre ligne console. Voilà, voici notre ligne console. C'est là, vous voyez. Password c'est Cisco, donc le mot de passe n'est pas chiffré. Vous voyez, c'est un peu la différence entre password et secret. Donc, secret chiffre le mot de passe alors que password lui il ne chiffre pas. Ok, maintenant on va d'abord commencer par configurer les accès distants à notre équipement. Donc on va d'abord commencer par configurer Telnet. Ok, bon, configurer Telnet est assez simple aussi. On se connaît toujours sur R1. Configurer Telnet. Telnet c'est une méthode de connexion distante à nos équipements. Mais le problème avec le protocole Telnet est que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé. Donc son mot de passe n'est pas sécurisé, contrairement au protocole SSH. Donc nous allons voir pourquoi est-ce qu'on dit que notre protocole Telnet n'est pas un protocole qui est sécurisé. Donc pour configurer notre protocole Telnet, c'est assez simple. On va seulement si je viens par exemple sur mon routeur R2 là, je commence Telnet, Telnet suivi de l'adresse IP de mon routeur, donc de l'adresse de R1 168.10.1. vous voyez, je ne peux pas encore utiliser Telnet. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore configurer le mot de passe. Donc je rentre sur R1, j'entre en mode line VTI 0 espace, moi je mets 0 espace 4. Quand on met 0 espace 4, c'est juste une borne, d'accord? Donc je veux par exemple dire que seulement 5 utilisateurs peuvent se connecter en ligne VTI. Seulement 5. Je peux mettre, ça part de 0 à 15, je pense, d'accord? Donc je valide, je mets password, je mets quoi? Je mets aussi Cisco. Password, je mets ce que je mets login.
Si je rentre encore maintenant sur R2, d'accord, s'il lance encore une connexion Telnet sur R1, il a envoyé, ça va demander le mot de passe, c'est Cisco. Vous voyez, je suis connecté maintenant en R1. Je peux faire un enable, ça me demande mon mot de passe que j'ai mis tout à l'heure, je mets toujours Cisco. Et boum, je suis connecté maintenant à R1, étant sur R2. Mais ce n'est pas ça c'est pas ça qui est très intéressant. Donc, nous allons plutôt nous connecter sur R1 en passant par un des postes clients qui est là. Donc, dans notre cas, on va utiliser plutôt Windows 10. Je crois que Poutine n'est pas installé ici. Hein. Donc, nous allons d'abord essayer d'installer notre Poutine. Il est Poutine quelque part là. Le voici Poutine. Donc, je vais faire un glisser-déposer là. Ok, c'est là. Je vais installer Poutine. Ici, c'est le réel qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est là. Tout le monde doit comprendre. Ok. Donc, Poutine, c'est l'outil utilisé pour joindre quoi? Pour se connecter à un réseau. Donc, pour se connecter à un terminal à distance. Il n'y a pas seulement Poutine, il y a plusieurs. Donc, Poutine, c'est l'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc, nous allons nous connecter en Telnet. Donc, Telnet, c'est Telnet qui a mis là. Telnet utiliser le port 22. Je mets sur l'adresse IP de mon équipement que je souhaite joindre par Telnet, c'est la 192.168.10.1. Pas sur Open. Ça me refuse l'accès. Pourquoi? Attendez d'abord, je vais épingler ça sur ma barre de tâches. Ok. J'ouvre encore. Ah oui. Telnet SSH. Puisque j'avais plutôt coché SSH. Oh, il fallait que je coche plutôt Oder et je passe sur Telnet. D'accord? Parce que mes SSH ça refuse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore configuré le protocole SSH. Donc 100 000 à 22, ça m'a un peu trompé parce que le numéro de port de Telnet c'est le port 23 et non le port 22. Le port 22 c'est plutôt réservé à Telnet. Donc je clique là sur Oder. Je mets maintenant l'adresse IP de mon routeur 192.168.10.1. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ok, c'est bon. Ça me demande mon mot de passe. Je mets Cisco. Vous voyez, c'est limpide. Je mets Enable. Je mets mon mot de passe Cisco. Vous voyez, je peux maintenant configurer ce que je veux sur mon R1. Donc, je peux me venir là, je modifie même son hostname. Je peux mettre là même R4. Vous voyez. Donc, après avoir mis R4, si je rentre maintenant sur ma console là, vous voyez, c'est R4 qui a pris automatiquement. Donc, je vais, pour la paix, je préfère rentrer sur R1. Je mets plutôt R1. Ok. Bon, j'espère que vous avez au moins compris comment ça se passe. Oh, maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que le protocole Telnet n'est pas un protocole qui est sécurisé. Moi qui me connecte maintenant à distance à mon routeur R1, quelqu'un qui est connecté à mon réseau peut facilement signifier mon réseau jusqu'à avoir l'adresse IP, jusqu'à avoir le mot de passe de mon Telnet. Et c'est très dangereux en entreprise. Très dangereux dans tout ce qui concerne les connexions à distance dans une entreprise doit être fortement sécurisé. Donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce protocole-ci ne l'est pas. D'accord? Donc, pour ce faire, je clique sur Exit. Ok. Que là, je vais faire quoi? Il va mettre là sur ce lien-ci là.
qui connecte mon R2 à mon Windows 10. Je vais ouvrir ma capture. Nous allons essayer un peu de capturer le trafic qui va se passer entre R2 et mon Windows 10. Puis nous allons nous reconnecter en Telnet. Si vous avez bien remarqué, pour configurer Telnet, je ne suis pas entré en ligne VTI et j'ai mis transport input Telnet parce que ce n'était pas nécessaire. Ok. Bon, je réduis d'abord celui-ci. S'il rentre maintenant encore sur mon Windows 10, vous voyez que quand je lance ma connexion là, je mets mon adresse IP 192.168.10.1, je valide. Je mets, vous voyez que ça me demande uniquement le mot de passe. Ça ne me demande pas un nom d'utilisateur. Si je mets Cisco, je serai connecté, mais on va devoir utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il faut que ça nous demande un username et un password. Ça n'améliore pas vraiment la sécurité du protocole Telnet, mais c'est toujours mieux que rien. Je fais un exit là. Je vais faire quoi? Je vais créer un utilisateur, username, pg admin, bon, il y a Paulin et password Cisco. Voilà, je valide maintenant. Maintenant, pour forcer maintenant les connexions internet, pour que ça passe par les utilisateurs que j'ai créés dans mon routeur, je vais devoir rentrer en ligne VTI. D'accord, 0 espace 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt mettre un no password. Donc, j'annule d'abord le mot de passe que je faisais, que j'ai mis sur ma ligne VTI. D'accord, je mets d'abord no password. Je mets maintenant un login local. Ça veut dire maintenant que pour s'authentifier, il va utiliser maintenant la base de données des utilisateurs qui sont créés dans mon routeur. Donc c'est à base de ça qu'ils vont maintenant se connecter à mes équipements. Bon, je peux toujours faire un transport input Telnet, mais c'est pas très nécessaire. Telnet fonctionne par défaut. Ok, maintenant je rentre encore sur mon Windows 10. Ici là, je vais marquer le filtrage Telnet uniquement. Ça va uniquement filtrer notre protocole Telnet. Ok, je rentre là maintenant. Sur Windows 10. Je vais encore lancer une connexion 192.168.10.1. Bon, je préfère aussi enregistrer celui-ci une fois. Je mets Telnet. Je mets Save. Voilà. Pas sur Open. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, je n'ai pas sélectionné Telnet autant pour moi. Non. Ok. Je viens plutôt là sur Telnet. Donc Save. Ok. Je viens sur Open. Vous voyez, ça me demande un nom d'utilisateur. J'ai mis le nom d'utilisateur, c'était qui? Paulin. Mot de passe c'est Cisco. Vous voyez, je suis connecté. Vous voyez, c'est limpide. Ouais. Bon, maintenant, je vais un peu essayer d'analyser maintenant les différents paquets. Je vais maintenant là,
je clique sur un paquet qui a été échangé, paquet Telnet. Je viens là, je vais faire sur analyser, suivre, flux TCP/IP. Voilà. Vous voyez, voici le mot de passe, voici mon nom d'utilisateur qui a été utilisé, qui est Paulin. Voici mon password qui est carrément écrit là, Cisco. Vous voyez que c'est très dangereux. Très dangereux. Vous voyez que notre protocole Telnet, c'est un protocole qui n'est absolument pas du tout sécurisé. J'espère que tout le monde a pu l'analyser. Bon, j'aimerais aussi vous montrer quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas aussi à comprendre, parce que nous pouvons créer des mots de passe des utilisateurs avec des mots de passe forts, d'accord, avec des mots de passe hachés. Certains se disent souvent que en utilisant ce genre de compte utilisateur, ça améliore le protocole Telnet. Rentrons un peu sur notre running config. Voyons, voici notre enable secret. On a encore quoi? Voici notre username, son password. Ça c'est le type, donc ça c'est un mot de passe de type 0. Ça c'est un mot de passe de type 5. Donc nous allons parler de ça dans d'autres vidéos. Ok. Ouais, notre ligne console. Avec ce mot de passe, bon, rentrons maintenant en mode de configuration globale. Nous allons créer un utilisateur maintenant avec un mot de passe haché, d'accord. On va faire un username. J'appelle tout ça même admin. Je donne même le privilège 15, donc privilège maximum. J'utilise maintenant un algorithme de hachage. Donc, si nous avons 3, nous avons le MD5, nous avons le script, on a le SHA-256. Bon, je vais utiliser plutôt script. Ok. Script. Maintenant, on va mettre mon mot de passe secret. Je vais mettre quoi? Même Cisco 1, 2, 3. D'accord? Et je valide. Si je rentre encore maintenant sur ma running config, vous verrez ce qui a été fait. Vous voyez, voilà. J'ai créé, voici mon username que j'ai créé. Username qui est admin, privilège 15, mot de passe, ça c'est un mot de passe de type 9, d'accord. Voici le mot de passe qui a été créé. C'est un mot de passe qui est haché. Donc c'est un mot de passe qui est très puissant. Mais essayons maintenant de nous connecter maintenant par Telnet avec ce compte utilisateur. Vous allez voir la vraie magie. Donc revenons tout simplement là sur notre Windows 10. Ouvrons encore notre outil. Nous pouvons aussi agrandir ça. Ce n'est pas un problème. Ok. Cliquons sur Open. J'ai dit le username c'était admin. Le mot de passe c'était Cisco 1, 2, 3. Ouais, je suis connecté. Je suis directement connecté à mon routeur. Nous allons toujours rentrer dans notre Wireshark. Nous allons aussi voir ce qui s'est passé entre temps. D'accord? Je fais sur mon clic droit. Non, je clique toujours sur un des paquets. Je passe sur analyser, passe sur suivre flux TCP/IP. Nous voyons que le username est toujours là. Admin est toujours là. Notre mot de passe n'a toujours pas changé. Vous voyez, notre mot de passe c'est toujours Cisco 1, 2, 3. Donc, les algorithmes de hachage que vous voyez là,
dans Telnet, ça ne sert à rien. Je répète toujours. Donc, Telnet ne sécurise pas les mots de passe ni les noms d'utilisateur. Donc, peu importe l'algorithme à charge qu'on peut utiliser dans dans les, les, dans les comptes utilisateurs, ça ne chiffre en rien le trafic qui se passe. Donc, le trafic qui se passe avec Internet est en clair. Donc, le mot de passe est en clair, le nom d'utilisateur est en clair. Donc, c'est un protocole qui est très dangereux. Or, maintenant, pour résoudre maintenant ce problème-là, on a utilisé maintenant une autre méthode, un autre protocole appelé le protocole SSH, qui veut dire Secure Shell. Donc, ça permet de sécuriser maintenant tout le trafic là. Donc, tout le trafic qui se passe dans d'autres tunnels SSH. Donc, que ce soit nom d'utilisateur ou le mot de passe, tout ça est chiffré. Donc, si quelqu'un réussit même à capturer le trafic, il ne pourra pas voir en clair ce qui se passe. Bon, pour configurer maintenant notre protocole SSH, c'est aussi très facile. Premièrement, on aura besoin de ce qu'on appelle un domain name. On va d'abord utiliser on va d'abord renommer le routeur, puis un nom de domaine. On va devoir crypter, on va devoir activer RSA. Il y a quoi encore? Il y a aussi l'utilisateur. Il y a encore activer la version 2 de SSH. Je crois que c'est pratiquement tout. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. D'accord. On va aussi activer SSH. Oui. Activer SSH dans notre line VTY. Je crois que c'est pratiquement tout. Il n'y a pas grand chose à faire là. D'accord. Donc, nous allons maintenant partir là-dessus. On fait un conf t. On va faire IP domain. IP domain name. Je vais mettre isa.us. Bon, j'ai mes utilisateurs. Bon, je vais encore créer un nouvel utilisateur. Username, je mets même KDM. Password, je mets même toujours KDM 1, 2, 3 comme mot de passe. Maintenant, je vais activer maintenant notre RSA crypto. C'est crypto que generate RSA général que modulus. Je vais mettre un 2048. Celui-ci est assez fort. Ça génère ma clé RSA. Ok. Maintenant, j'active maintenant SSH. Ah, c'est plutôt IP. SSH version 2. Ok. Maintenant, j'entre maintenant en ligne console. Pardon, ligne VTY, autant pour moi. Ligne VTI 0 espace 4. Et même maintenant, qu'est-ce que je vais maintenant mettre? Je vais maintenant mettre transport input SSH. Donc ici je force uniquement le SSH, donc je bloque le
Telnet. Je mets login local. Ok. Maintenant, nous allons plutôt nous connecter dessus en passant par notre Windows 8.1. Bon, notre Windows 8.1 n'a pas PuTTY. On va devoir installer PuTTY ici. Je fais un glisser déposé. J'installe PuTTY. Je vais lancer la recherche. Sur PuTTY, bon, il est déjà là. Je vais l'épingler sur la barre de tâches. Ok. Je vais l'ouvrir. Je vais mettre quoi? Bon, nous sommes là sur SSH. C'est la 192.168.10.1. Bon. Je vais aussi lancer l'analyse du trafic de ce côté-ci. Il faut que je capture tout ce qui va se passer là. Ok. Je retourne maintenant sur mon Windows 8.1. Je clique sur Open. Voilà. J'accepte. Mais le nom d'utilisateur c'est quoi? Le nom d'utilisateur c'est... J'avais mis KDM. Et le mot de passe c'est KDM123. Vous voyez, je suis connecté. Je fais Enable. Je mets sur mon mot de passe qui est Cisco. Je peux faire un conf T. Voilà, je retourne maintenant sur mon Wireshark. Vous voyez, voici tous les paquets qu'il a activés. Vous voyez que c'est SSH version 2. Bon, faut que j'analyse un peu ce qui se passe dans notre SSH. Je clique sur un paquet SSH version 2. Je passe sur analyser, suivre flux TCP/IP. Vous voyez ici, c'est la véritable magie. Donc, tout est complètement chiffré. Tout ce qui est lié à notre canal SSH est complètement chiffré. Donc, on ne peut absolument rien comprendre là-dedans. Vous voyez. J'espère que vous arrivez à comprendre. Maintenant, la différence entre le protocole SSH et le protocole Telnet. Le protocole SSH est le protocole le plus approprié pour sécuriser les connexions à distance à un terminal. D'accord? Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus utiliser le protocole Telnet. Ok. Vous voyez, c'est assez simple de configuration. Sa configuration est très facile. Vous voyez que ici là, il n'y a pas d'informations que nous pouvons ajouter ici. Vous voyez, SSH met encrypted packet. Donc on voit qu'ils disent eux-mêmes que les paquets sont cryptés. Donc on ne peut absolument rien lire à l'intérieur. Ouvrons un peu celui-ci. Ça c'est notre très cher Telnet. Vous voyez, lui ne marque nulle part que c'est chiffré. Hein. Ok. Bon. Plaçons un peu du côté de Windows 10 et lançons maintenant une connexion SSH. Qu'est-ce qui se passe avec celui-ci maintenant? Ok. 192.168.10.1. Maintenant c'est SSH. Je sais aussi celui-ci. Passe sur Open.
Ok, j'accepte. Je vais utiliser un autre compte utilisateur. Je mets le compte Paulin et le mot de passe c'était Cisco. Ok, vous voyez. Même de ce côté ici là, même en utilisant un utilisateur simple et un mot de passe qui n'est pas fort. Donc vous verrez que même jusqu'à présent, le trafic est chiffré. Qu'est-ce que j'ai même encore faire ici? Bon, je vais d'abord fermer cette analyse ici. Je stoppe le capture. Même ici, je stoppe. Je stoppe aussi la capture de ce côté. Je vais encore relancer la capture ici. Je vais démarrer. Ok. Je retourne encore ici. Je fais un exit. Je vais encore me reconnecter. Je reconnecte encore un SSH dessus. J'ai mis utilisateur, c'est Paulin, oui. Le mot de passe c'est Cisco. Ok, je rentre encore maintenant dessus, vous voyez. SSH qui est là. Donc, quittant maintenant des deux postes clients, je peux me connecter dessus sans problème. Et le trafic sera toujours crypté, vous voyez. Tout est toujours crypté. Est-ce que je peux encore utiliser Telnet? Je fais un exit. Voici Telnet, vous voyez, Telnet ne marche plus. Parce que j'ai uniquement utilisé SSH. Regardons un peu. Vous voyez que quittant les deux postes clients, nous pouvons nous connecter par SSH sur notre routeur R1. Or, maintenant, je vais essayer maintenant de limiter maintenant les connexions sur notre routeur R1. Je vais maintenant plutôt dire que seul notre Windows 10 pourra se connecter maintenant à notre R1. Donc, notre Windows 8.1 ne pourra pas avoir accès à ça. Mais donc, pour ce faire, je vais créer une liste de contrôle d'accès. Je vais faire access list 1. Je permets juste l'autre 110.20.30.200. D'accord? Je permets juste l'autre là. L'autre là, c'est notre Windows 10. Je le permets uniquement de se connecter en SSH. Donc pour appliquer, je vais maintenant sur notre line VT 0 espace 4. Je mets access class 1, c'est ça? Oui, access class 1. Je le mets en NIN. Ok. Je sors maintenant. Si je rentre maintenant sur Windows 8.1 et que j'essaie encore une connexion sur mon SSH. Ok. Clique sur Exit.
Ok, je me connecte encore par SSH sur mon routeur 192.168.10.1. Pardon, 10.1, je clique sur Open. Vous voyez, accès refusé. Donc je n'ai plus accès à mon routeur du monde par SSH. L'accès m'est refusé. Si je vais maintenant sur mon Windows 10, je relance maintenant une connexion, fait 192.168.10.1, passe sur Open. Vous verrez que j'ai toujours maintenant accès à mon routeur. Mot de passe Cisco. Ouais, c'est limpide. Maintenant, bientôt nous allons arrêter, mais nous allons quand même faire une petite amélioration sur notre travail. Nous pouvons par exemple dire qu'après, par exemple, 1 minute d'inactivité sur notre console, du moins sur notre console, on peut se déconnecter de manière automatique, d'accord? Et nous pouvons aussi donner une durée maximum d'une session. Par exemple, dire que bon, la session active qu'elle peut durer maximum 3 minutes ou 2 minutes. Donc après les 2 minutes là, il sera automatiquement éjecté du mode de sa session. Pour faire ça, c'est assez simple. D'accord? Je vais rentrer en line VTY espace 04. Je vais mettre exec timeout, pardon, exec timeout. Je vais mettre 1 minute. 1 minute. Bon, ça c'est juste pour les besoins de tester. Hein. Je vais mettre 0 minute 30 secondes, d'accord? Je crois que c'est mieux comme ça parce qu'il faut qu'on puisse voir comment ça marche. Ok. Bon, on a mis 0 minute 30 secondes. Ça, c'est le temps de la session. Si je ressors maintenant et je me reconnecte encore. Je me reconnecte. Je fais un load. Je mets SSH. Je me connecte. Je mets mon mot de passe Paulin. Le username c'est Paulin. Le mot de passe c'est Cisco. Ok. EN. Je mets mon mot de passe Cisco. Bon, maintenant, nous allons rester tranquille pendant 30 secondes. Si pendant 30 secondes, on n'est pas déconnecté automatiquement, c'est qu'il y aura un problème. Donc, il peut faire qu'on reste là. On du moins ne fait aucune manipulation et on attend 30 secondes. Normalement, on sera déconnecté automatiquement. Voilà, vous voyez. Magie, nous sommes automatiquement déconnectés. Directement, vous voyez que notre session est inactive. Bon, ce n'est pas tout. On va maintenant passer à autre chose. Je peux maintenant dire ceci. Dès que je me connecte maintenant à ma session, j'ai une durée de vie qui est bien définie par l'administrateur. D'accord? Il peut par exemple dire que moi qui me connecte en SSH, je peux par exemple dire que j'ai au maximum 1 minute pour faire tout ce que j'ai fait, puis je serai automatiquement déconnecté.
Donc pour ce faire, je vais faire entrer en ligne VTY espace 0, 4. Je mets quoi? Donc je vais mettre un temps absolu qu'on appelle absolute timeout. Je vois un peu, ça part en minutes. Je peux dire que 0 minute. Ok, ce n'est qu'en minutes, donc je peux mettre en 1 minute, d'accord? Que dès que je me connecte, la durée de ma session ne fera que 1 minute, pas plus que ça. Ok, mais 1 minute. Je mets 1 minute et je vais maintenant mettre un mot de passe. Donc, bon, ce n'est pas un mot de passe, c'est donc je vais mettre un mot de passe qui, bon, ce n'est pas un mot de passe, c'est juste un message d'avertissement, d'accord, qui va m'avertir avant que ma session ne se ferme. Donc, on appelle ça, ce sera un logout, oui, logout warning, il met mon point d'interrogation, donc c'est en secondes. Vous voyez, c'est en secondes, donc je vais mettre même à 10 secondes de la fermeture de la session, il faut que le message apparaisse. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à configurer. Je passe sur OK et je sors. OK. Bon, maintenant, je vais encore me reconnecter en SSH. Bon, celui-ci, je vais refermer puisque il est bloqué depuis. Je me connecte encore en SSH. Et même mon username qui est Paulin. Bon, je peux même changer. Je peux mettre même l'utilisateur KDM. Le mot de passe KDM 1, 2, 3. OK. Cisco. OK. Nous allons patienter pendant 1 minute sans faire quoi que ce soit sur notre terminal. Et nous verrons maintenant ce qui va se passer. J'utilise ça là pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe derrière. Donc, c'est assez simple. Ce qui se passe est assez simple. Donc prenons la peine aussi de bien comprendre. Donc, le chronomètre est lancé. Dans 1 minute, normalement, ça va fermer la session. Ah, bon. Il y a un petit problème qui s'est posé. D'accord? En fait, nous avions déjà créé exec timeout de 30 secondes. Donc, c'est normal que ça ne puisse pas arriver à ce niveau-là. Donc, je vais d'abord désactiver notre exec timeout. L'invite pardon. 0 espace 4. Je vais mettre notre exec timeout est où? Ok, je vais mettre un no. Donc je désactive celui-ci. Voilà, c'est mieux ainsi. Sinon, on ne pourra pas voir notre temps absolu. Donc rentrons encore sur Windows 10. Je ferme, j'ouvre encore. Je me connecte à ma session. Je mets encore KDM 1, 2, 3. Ça, c'est un utilisateur qu'on a créé. Je mets Enable. Je mets Cisco comme mot de passe. C'est bon. Il faut que je voie le temps qui s'écoule là. Ok. Nous allons patienter pendant que notre session se ferme. On a dit que c'est 1 minute. Donc en 10 secondes, notre warning va s'afficher pour nous dire que notre session va se fermer. Donc patientons un tout petit peu. Ça ne prendra pas du temps. Juste 1 minute. Nous allons voir, voilà, vous voyez, voilà notre warning qui s'est affiché et
notre session s'est fermée tout seul. Bon, ça s'est passé comme ça pour que, bon vous n'avez pas bien vu ce qui s'est passé. Bon, je vais plutôt me connecter maintenant étant sur R2. Oh non, je ne peux pas me connecter étant sur R2. Parce que si je fais par exemple SSH-L, je mets le nom d'utilisateur qui est admin, mode de l'adresse IP 142.168.10.1. Ça va me refuser l'accès. Oh là là, l'accès a été refusé. Bon, je vais ajouter l'autre cela dans notre SSH. Je vais faire un conf t. Je vais faire access list 1 permit host. Donc je vais aussi permettre l'autre 192.168.10.2 à se connecter par SSH. Ok, c'est bon maintenant. Je crois que je pourrais maintenant me connecter par SSH avec celui-ci. Fait maintenant, je connecte. Boum, vous voyez, c'est parfait. Et même mon mot de passe admin qui est quoi? Je crois que c'est Cisco. Je crois que c'est Cisco, hein. Non, c'est pas Cisco, c'est Cisco 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, voilà, je suis maintenant connecté à R1. Maintenant, je vais encore rester tranquille pendant 1 minute. Donc, dans 40 secondes, le warning va s'afficher pour dire que je vais bientôt me déconnecter. Puis, à 1 minute, vous voyez que je vais automatiquement quitter de R1 et rentrer maintenant, quitter de notre session R1 et rentrer maintenant dans R2. La déconnexion se fait de manière automatique. Donc, ça vous éjecte directement de la connexion SSH. Patientons encore quelques secondes. Quelques secondes. Vous voyez, je suis déconnecté. Vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Ok, j'espère que vous avez compris l'importance du warning et l'importance du absolute time out. Bon, maintenant, nous allons sortir maintenant avec les login on failure et les login on success. Ça veut dire quoi? Login on failure, ça veut simplement dire que dès qu'on se connecte à notre routeur ou notre commutateur, dès que la connexion a réussi, donc ça va faire un monitoring, d'accord? Pardon, ça ne sera pas du monitoring, ça va se faire des notifications pour dire par exemple que l'utilisateur tel s'est connecté avec succès ou n'a pas pu se connecter, donc il a eu des échecs. Ok, c'est tout simplement ça. Pour configurer ça, c'est très facile aussi. Nous allons nous rendre aussi sur R1. On va faire login. On va faire un point d'interrogation. On va faire login on failure. Ok, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Login on failure et login on success. Je crois que c'est tout. Je crois bien que c'est tout. Ok, bon, après ça, maintenant, on va devoir activer le debugging. On va faire debug all. Bon, c'est mieux de débugger tout. This may severe impact network. Non. C'est mieux que je débug seulement le logging. Ok. Quoi encore?
Bon, c'est mieux que je fasse un debug all. Yes. Ok. Mais lancer vraiment le débugage de tout là, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Bon, c'est mieux que j'arrête d'avoir tout ça. Debug. Bon. No debug. Fais un no debug all. Ok. C'est vraiment très compliqué. Bon, il faut que tu aies moyen de, de faire un debug seulement de nos différentes connexions. Ok, bon. Je me suis mis à chercher un peu trop loin parce que pour monitorer les logins on failure et les logins on success, pour son débugage, je crois que c'était assez simple. Il faut seulement que j'aille sur login on failure et j'active seulement son log ici et login on success, oui. J'active aussi ces logs. Je crois que c'est assez simple. Donc, si je me mets maintenant sur R2, j'essaie maintenant une connexion SSH sur R1. Si je réussis, ça va me dire tel utilisateur s'est connecté et il a réussi. Mais si la connexion échoue, ça dira que tel utilisateur a tenté de se connecter et il n'a pas pu. Faisons d'abord un petit exemple. Rappelons notre commande. Je lance. Bon, je sais que le mot de passe c'est Cisco 1, 2, 3. Quoique j'ai mal saisi ma commande. Ok, oui, j'ai mal saisi. Vous voyez, ça met là user admin source list la 10.2 local port 22. Donc il essaie de se connecter au port 22 qui est la SSH et ça dit qu'il n'a pas pu se connecter et ça met aussi l'heure, ça met aussi le jour. Ok, dans le 7 mars, nous sommes dans le 7 mars. Bon, si j'essaie de mettre le vrai mot de passe, Cisco 1, 2, 3. Vous voyez, je suis maintenant... Non, je n'ai pas toujours été connecté parce que le temps était déjà écoulé. Donc, je vais relancer ma commande. Oui, je mets Cisco 1, 2, 3. Voilà, je suis maintenant connecté. Vous voyez, regarde maintenant, ça me met ici que login success, user admin, source list 10.2. Bon, c'est aussi de me connecter en passant par Windows 10. Regardons un peu ce qui va se passer. 192.168.10.1. Je lance ma connexion SSH. Je vais dire mon utilisateur, je mets même KDM et mon mot de passe c'est KDM 1, 2, 3 et je valide. Je suis connecté maintenant. Je vais maintenant rentrer ici pour voir si ça maintenant fait ce qu'il fallait. Bon, ça c'est notre absolute timeout. Donc c'est là notre durée de session, ce n'est que d'une minute. Et ça c'est le warning qui s'est déclenché et on s'est directement déconnecté. Bon, ici là, bon, nouvel utilisateur c'est quoi? Est-ce que celui-ci a même affiché? Bon, ici là, ça met que admin s'est déconnecté. Ça c'est, voilà, voici l'utilisateur KDM qui s'est connecté.
avec l'adresse 10.20.30.20 et il se connecte sur port 22 et à cette date et à cette heure-ci là. Vous voyez que bientôt aussi lui aussi sera déconnecté parce que voilà, la durée de la session ce n'est que 10 minutes, il s'est aussi automatiquement déconnecté. Vous voyez que de notre absolute time out a expiré. Vous voyez que c'est tellement puissant tout ce qu'on fait. Donc je prends tout ce temps-là pour vous expliquer cela, pour que vous compreniez l'importance de ces configurations de base de la sécurité des équipements. C'est très important. Bon, ce n'est pas tout, hein. On va passer encore à autre chose. On va aussi utiliser ce qu'on appelle le logging block for. Donc, si cela permet de limiter le nombre de tentatives de connexion à notre réseau, par exemple, peut mettre durée de 10 secondes, d'accord, et le nombre de tentatives qu'on peut faire, c'est autour de deux tentatives, et c'est entre combien de secondes? Entre 5 secondes, d'accord, et je valide. Donc ici là, on bloque le nombre de tentatives à 2 secondes lors des connexions. Bon, j'ai encore autre chose à vous montrer concernant notre protocole SSH. Je peux aussi limiter le nombre de tentatives de connexion à notre protocole SSH. Je peux par exemple dire que bon, si quelqu'un essaie de se connecter autre 2 fois, s'il ne réussit pas, il sera directement éjecté, d'accord. Pour ce faire, c'est assez simple, c'est IP SSH Authentication Retry. Donc je vais mettre point d'interrogation, ça part de 0 à 5. Donc je mets maximum 2 et je valide. Donc si je rentre maintenant dans mon routeur R2, c'est entre une connexion SSH vers notre routeur R1. Je rappelle ma commande. Je mets par exemple un mot de passe qui n'est pas bon, même 1, 2, 3, je valide. Ça refuse. Ok, bon, le débugage apparaît. Je mets encore même n'importe quoi, je valide. Ça ne marche toujours pas et j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié une commande très importante. C'est quoi? C'est IP SSH. Pardon. IP SSH. Quoi encore là? IP SSH, comment que j'ai oublié? Voilà. Timeout. Mais 10. Ok. Je crois qu'avec ça, ça va aller. Je rappelle ma commande maintenant. Je mets un faux mot de passe. Ça refuse. Je fais encore une seconde de tentative. Ça ne marche pas. Ça ne me déconnecte pas automatiquement. Pourquoi? Non. Normalement, ça devrait automatiquement me déconnecter. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Bon, la vidéo tend vraiment vers la fin. Donc ça a déjà trop duré. Nous sommes il y a 1h30 minutes, c'est vraiment assez. Bon, je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose. Oui, nous avons oublié. Une toute petite chose, c'est le message de bannière. D'accord? Ce message qui s'affiche lors de la connexion à distance dans un équipement. Ça peut être un routeur ou un commutateur. Il peut par exemple écrire ici
interdit de se connecter sans de peur de la destruction de votre PC. Ok. Et je referme. Je valide. Ok. C'est bon. Donc si je reviens là, je tente une connexion par SSH. Je mets Cisco 1, 2, 3. Ouais. Le message de bannière s'affiche, interdit de se connecter. Bon, il y a une erreur de frappe. Peut-être de peur de la destruction de votre PC. C'est ça qu'on appelle message de bannière. Ok. Bon, j'espère qu'on a fait le tour. Ce qu'on a fait n'est pas exhaustif, mais lors des vidéos suivantes, nous verrons quand même de nouvelles choses. On verra comment compléter ce que nous verrons, du moins ce que nous venons tout juste de faire. J'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.